Bonjour, le thème d'un temps pour notre couple aujourd'hui sera les cavaliers de l'Apocalypse ou les jeux préférés des couples malheureux. Je vous laisse écouter, puis vous pourrez prendre le temps d'échanger entre vous. Les membres des couples malheureux sont passés maîtres dans l'art de certains jeux, dont le principal est qui a raison, qui a tort. Cette compétition destructrice se manifeste à propos de tout et de rien. De comment éduquer les enfants et dépenser l'argent, à comment bien placer la vaisselle dans le lave-vaisselle. Donner raison à l'autre est perçu comme une soumission, d'où la nécessité de contester les désirs et volontés de l'autre. Cette dynamique découle du besoin fusionnel de chacun des deux partenaires d'être validé par l'autre. Si l'autre me donne raison, j'ai donc raison, et je suis le meilleur, le plus intelligent, le plus aimable. Ces couples compétitifs sont aux prises avec leur désir paradoxal de faire correspondre l'autre à leurs fantasmes et la peur de perdre leur identité en donnant raison à l'autre. C'est une guerre sans fin où les deux partenaires sont perdants. Les membres des couples heureux, au-delà de leurs différends, ont décidé d'être heureux plutôt que de continuellement chercher à avoir raison. Une variante de ce premier jeu, et c'est toi qui as commencé, donc c'est l'autre qui est fautif. Ce jeu survient généralement lorsque la discussion s'est envenimée suite à la recherche de qui a raison. C'est une tentative de culpabiliser l'autre et de se déresponsabiliser. Tout comme le troisième jeu préféré des couples malheureux, si tu m'aimais vraiment, tu me comprendrais. Ou si tu m'aimais vraiment, tu m'accepterais comme je suis, faisant là aussi porter sur l'autre la responsabilité de l'harmonie conjugale. On accuse l'autre de manquer d'amour, ce qui n'a absolument rien à voir. On peut aimer quelqu'un sans être d'accord avec sa façon de penser ou d'agir. On peut aimer l'autre et ne pas accepter certains comportements. Les membres des couples heureux ont cessé de remettre l'amour et la bonne foi en question à propos de tout et de rien. Et ils ont appris à faire la différence entre la personne et son agir. Faire un geste impulsif ne fait pas de la personne un être impulsif. Dire une parole blessante ne fait pas de l'individu un personnage odieux. Les couples malheureux associent les comportements à la personne. Et en plus, ils prennent tous les commentaires de façon personnelle. Si tu n'aimes pas mon geste, si tu ne m'écoutes pas, c'est parce que je ne suis pas aimable. Ils se sentent personnellement attaqués lorsqu'on leur fait un reproche à propos d'un comportement ou lorsqu'on leur exprime un désaccord. Les 4 cavaliers de l'Apocalypse, ce sont des interactions négatives dans une discussion que si on ne tue pas dans l'œuf, deviennent fatales à une relation. Ils se présentent dans l'ordre suivant: la critique, le mépris, l'attitude défensive et enfin la dérobade. La critique. Bien que nous ayons toujours quelque chose à reprocher à la personne avec laquelle on vit, il y a un monde entre un grief et une critique. Un grief concerne une action spécifique du partenaire. Une critique est plus globale et porte sur le caractère ou la personnalité. Un grief se focalise sur un comportement spécifique. La critique fait de la surenchère en y ajoutant le blâme et une démolition en règle de la personnalité de l'autre. Voici quelques exemples permettant de saisir la différence entre le grief et la critique. Un grief. Il n'y a plus d'essence dans le réservoir. Pourquoi n'as-tu pas fait le plein comme tu l'as dit? Une critique. Pourquoi tu oublies toujours tout? Je t'ai dit 1000 fois de faire le plein et tu ne l'as pas fait. Un grief. Tu aurais dû me dire avant que tu étais trop fatigué pour faire l'amour. Je suis vraiment déçue et en plus, ça me gêne que tu fasses semblant. Une critique. Pourquoi es-tu toujours aussi égoïste?
c'est vraiment dégueulasse de me faire croire que tu avais envie. Tu aurais dû me dire avant que tu étais trop fatiguée pour faire l'amour. Un grief. Tu aurais dû m'en parler avant d'inviter des amis à dîner. Je voulais rester en tête-à-tête avec toi ce soir. Une critique. Pourquoi tes amis passent-ils toujours avant moi? Je suis toujours la dernière sur la liste. On devait dîner en tête-à-tête ce soir. Si ce genre de critique sonne familièrement à votre oreille, c'est que l'intrus s'est installé chez vous. C'est ainsi le premier cavalier s'invite souvent chez les couples. Si les partenaires se critiquent souvent, cela ne signifie pas pour autant qu'ils vont divorcer. Le problème se pose lorsque la critique revient constamment, car elle prépare la voie au cavalier suivant qui, lui, est beaucoup plus meurtrier. Deuxième cavalier de l'Apocalypse, le mépris. Le sarcasme, le cynisme, les noms d'oiseaux, les yeux qui se lèvent vers le ciel, les moue dédaigneuses, les ricanements, la moquerie et les railleries sont une forme de mépris. Quelle que soit sa forme, verbale ou non verbale, le mépris, le plus redoutable des cavaliers de l'Apocalypse, empoisonne une relation, car il exprime le dégoût et cherche à humilier l'autre en le traitant d'irresponsable, en soulignant ses tares, même imaginaires, en adoptant une attitude moralisatrice. Et il devient pratiquement impossible de résoudre aucun problème dès lors que l'autre a pris conscience de ce dégoût. Inévitablement, le mépris conduit à une aggravation du conflit plutôt qu'à une réconciliation. Le mépris peut également se traduire par une position de haute moralité. Il est alimenté par une longue rumination des sentiments négatifs à l'égard du partenaire, qui prennent leur source dans l'absence de résolution des conflits. Il démontre de l'exaspération, laquelle prépare souvent le terrain au chantage. Le mépris engendre le mépris. La belligérance, proche cousine du mépris, est tout aussi fatale à une relation, parce qu'elle recèle une menace ou une provocation. Les couples heureux tombent rarement dans ce cercle vicieux, et si oui, ils s'en excusent. Le troisième, l'attitude défensive. Face à une critique méprisante et agressive, il est humain de se défendre. Mais la réaction défensive ne résout rien. Elle ne fait qu'ajouter de l'huile sur le feu. Elle ne fait qu'engendrer une escalade dans le conflit. Cette approche obtient rarement le résultat souhaité, parce que l'attitude défensive est en réalité un reproche adressé au partenaire. Elle consiste à dire que c'est celui qui critique qui est dans son tort parce qu'il critique. Chacun cherche à marquer des points, à gagner. Malheureusement, c'est le couple qui est perdant, ainsi que les deux partenaires. La critique, le mépris et l'attitude défensive fonctionnent plutôt comme une équipe de relais. Ils se passent le témoin tour à tour, si le couple ne met pas un frein au processus. 4. La dérobade. Ce cavalier de malheur arrive généralement chez les couples mariés depuis un certain temps et à la suite de longues périodes de disputes. Nous connaissons tous des couples où l'un des partenaires, généralement l'homme, s'est emmuré dans le silence. Plutôt que d'affronter sa femme, il fuit le combat et se retranche dans une attitude de « cause toujours mon lapin, ça rentre par une oreille et ça sort par l'autre ». Ce qui a évidemment l'art d'exaspérer la partenaire qui a l'impression de parler pour rien ou dans le vide. Beaucoup de couples arrivés à ce stade ne se regardent même plus dans les yeux lorsqu'ils sont ensemble ou se parlent. Ces mécanismes de défense tout à fait humains n'ont pas place dans un couple qui normalement est constitué de deux personnes qui s'aiment et qui doivent s'entraider à se réaliser et s'épanouir.
Ces disputes surviennent dès que la lune de miel se termine et que débute la lutte pour le pouvoir. Ces disputes surviennent dans les couples tout simplement parce que hommes et femmes ont des sensibilités différentes et parce que nous avons aussi des personnalités, des priorités, des valeurs et des tempéraments différents. Chez les couples malheureux, ces différences alimentent des différends et ouvrent la porte aux 4 cavaliers qui finissent par prendre tellement de place que la seule sortie possible devient le désinvestissement émotif du couple. Devant la peur de la critique et du mépris, on apprend à marcher sur des œufs, à ne plus être soi-même, à ne plus être spontané. On s'écrase, on se résigne. Chacun s'évertue à présenter son point de vue, personne n'écoute et personne n'en tient compte. L'effondrement d'un mariage peut être prédit lorsque les disputes démarrent brutalement, entraînant un sentiment de noyade, provoqué par l'assaut répété des 4 cavaliers. Toute possibilité de résoudre le conflit s'évanouit. La discussion ne fera plus qu'envenimer la situation. Voilà, pour cette vidéo, je me suis inspirée des livres « Les couples heureux ont leurs secrets » de Gottman et Silver et toujours du livre d'Yvon Dallaire « Qui sont ces couples heureux ?» Je vous laisse les 2 références du coup dans cette diapositive. Pour ma partie, c'est fini. À vous d'échanger, de prendre le temps de commenter ce que vous avez entendu en donnant à tour de rôle votre point de vue et en écoutant celui de l'autre. Je demande souvent à mes patients, après l'écoute d'une vidéo ou d'un audio, de se poser 3 questions. Vous pouvez en faire autant. Qu'est-ce que cela vous inspire? C'est comment chez vous? Est-ce que vous fonctionnez comme ça? Qu'est-ce que vous pouvez changer ou améliorer? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous la vidéo. J'essaierai d'y répondre, soit dans les commentaires, soit par une autre vidéo. C'était Un temps pour notre couple avec Sophie Caldier, thérapeute de couple, psychologue clinicienne et sexothérapeute. Je vous souhaite une belle journée et vous dis à très bientôt pour de nouveaux sujets.